Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Harvey, je suis économiste pour le service de négociation de la CSQ. Les négociations du secteur public vont se dérouler en 2020. En suivi du bilan de la dernière négociation et en préparation de notre stratégie pour la prochaine, la CSQ amorce des consultations sur l'intérêt de ses membres à l'égard de la formation d'un front commun. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques informations pour alimenter vos discussions concernant les avantages et les inconvénients d'une telle alliance. Comment fonctionne la négociation? La négociation du secteur public touche plus de 500 000 travailleurs et travailleuses des 4 réseaux des services publics du Québec, le réseau scolaire, le réseau collégial, les établissements de santé et de services sociaux et le personnel des ministères qu'on appelle la fonction publique. La négociation nationale se fait sur 2 paliers. D'abord, l'intersectoriel. Les organisations syndicales négocient directement avec le Conseil du Trésor du Québec les questions suivantes: les augmentations de salaire, les conditions de notre régime de retraite, qui est le REGOP, les congés parentaux et les primes et arrangements qui sont liés aux disparités régionales. Le gouvernement a toujours signé ou décrété une seule entente intersectorielle. Cette entente s'applique à l'ensemble des conventions collectives du personnel des services publics, peu importe leur réseau ou leur allégeance syndicale. Le deuxième niveau de négociation est le sectoriel. C'est à ce niveau que se négocient des conditions de travail générales comme la sécurité d'emploi, la lutte contre la précarité, les différentes primes, les congés et les vacances et plein d'autres sujets. La négociation sectorielle se fait par chacune des fédérations syndicales ou chacun des syndicats indépendants vis-à-vis le comité patronal de négociation de son secteur. Ces comités patronaux regroupent des représentants des directions d'établissement, des délégués du ministère concerné et des hauts fonctionnaires du Conseil du Trésor. Les négociations sectorielles, c'est plus d'une 50aine d'ententes qui sont discutées séparément. Juste à la CSQ, nous avons 18 tables à ce niveau. Lorsqu'on parle des négociations nationales du secteur public, on réfère à ces 2 niveaux d'entente, intersectoriel et sectoriel, qu'on va retrouver dans nos conventions collectives. La création d'un front commun ne vient toucher que la négociation intersectorielle. Les fédérations, elles, demeurent responsables de leur négo sectoriel. Le front commun est une forme particulière d'alliance syndicale qui regroupe traditionnellement les 3 plus grandes centrales syndicales, dont la CSQ. Lorsqu'il y a un front commun, il devient l'agent négociateur à la table intersectorielle. En front commun, les centrales constituent une seule équipe de négociation. Elles harmonisent leurs revendications pour faire un dépôt commun et unissent ensemble leur calendrier et leur stratégie de mobilisation et de négociation. Les centrales vont aussi signer un protocole pour déterminer le fonctionnement, les règles de décision et le partage des ressources au sein du front commun. Souvent, les fronts communs vont inclure des ententes de non-maraudage. Depuis 1967, le gouvernement du Québec centralise la négociation des salaires et de la retraite. Par exemple, en éducation, anciennement, les salaires se négociaient commission scolaire par commission scolaire. C'est avec le Bill 25 que le gouvernement a fait un premier pas vers une centralisation en imposant un salaire identique à la grandeur du Québec. En réponse à cette stratégie patronale, le mouvement syndical a créé le premier front commun à la négociation de 1972. L'objectif, s'imposer comme interlocuteur uni à la négociation intersectorielle. Avant d'aborder le fonctionnement de la négociation intersectorielle sans front commun, il faut rappeler qu'il y a toujours eu un seul et unique règlement intersectoriel qui se retrouve dans l'ensemble des conventions collectives. Historiquement, le gouvernement a toujours offert les mêmes augmentations de salaire à l'ensemble du personnel des services publics. Il est vrai par contre que les salaires ont parfois évolué de manière différente, mais cela s'explique par des ajustements liés à la loi sur l'équité salariale ou à des exercices de relativité. Par stratégie, le gouvernement ne conclut pas d'entente de principe intersectoriel tant qu'il n'a pas la certitude qu'il va pouvoir obtenir l'adhésion de la masse critique de ses employés. Cette entente de principe doit lui permettre de conclure la négociation à l'intersectoriel définitivement. Revenir par la suite avec une entente plus avantageuse pour un autre groupe aurait un coût politique beaucoup trop important. D'abord, sa crédibilité comme négociateur serait remise en question et ensuite, aucun groupe voudrait régler en premier en sachant que d'autres groupes pourraient aller obtenir plus par la suite. En l'absence d'un front commun, le gouvernement est libre de déterminer quelle stratégie adopter. C'est lui qui décide avec quel interlocuteur négocier et régler en premier. Son évaluation de la masse critique peut être en nombre de membres, en force de mobilisation ou selon le groupe avec qui il est plus facile de régler. En créant un front commun qui représente la majorité des employés du service public, les centrales syndicales peuvent mettre de l'avant leur stratégie de négociation. Elles s'imposent comme étant l'interlocutrice privilégiée du gouvernement. S'il y a une alliance syndicale majoritaire et qu'on n'en fait pas partie, cela signifie qu'on n'est pas assis à la table centrale.
Par contre, les absents du Front commun ont leur propre table de négociation intersectorielle avec le Conseil du Trésor. Mais historiquement, ces groupes se sont vus imposer des règlements négociés par d'autres. Par exemple, en 2015, la FIC et la FAE ont formé une alliance qui avait sa propre table de négociation intersectorielle. Au final, l'ensemble des dispositions qui ont été négociées par le Front commun, que ce soit les augmentations de salaire, les changements au REGOP, le nouveau calcul de congé parental, tout ça s'est retrouvé transposé mot pour mot dans les conventions de la FIC et de la FAE. Une alliance entre des organisations syndicales fortes a des avantages et des inconvénients. Certains des avantages peuvent être atténués par l'instauration de mécanismes mieux définis entre les partenaires. Par contre, certains inconvénients sont inévitables. En termes de capacité de négociation, le Front commun bénéficie d'un rapport de force lié au grand nombre de membres. Le Front commun est l'interlocuteur privilégié et décisionnel du gouvernement et il est en mesure de bloquer l'ensemble des services publics par des moyens de pression. Comme membres du Front commun, nous pouvons contribuer à déterminer les orientations prioritaires. En contrepartie, quand on négocie en Front commun, on peut avoir des difficultés à changer rapidement de stratégie selon la conjoncture, particulièrement en période de blitz. On doit parfois accepter des compromis sur les orientations prioritaires portées à la table intersectorielle et on peut être contraint à accepter les offres si une majorité des autres groupes y sont disposés. En termes de processus démocratique, le Front commun permet de prendre part aux décisions sur les stratégies et le règlement. Ça nous permet une concertation entre les centrales et leurs composantes. Par contre, la lourdeur du processus décisionnel et l'impression de se faire imposer plusieurs décisions sont souvent nommés parmi les contraintes et les irritants principaux de ces alliances. Cette réalité apparaît incontournable, étant donné qu'un Front commun, ça constitue une alliance entre des centrales syndicales aux objectifs, aux structures et aux pratiques démocratiques différentes. Voilà, j'espère que ce bref historique et cet exposé des avantages et inconvénients nourriront vos discussions sur la possibilité de négocier en Front commun. Maintenant, c'est à vous de décider.